Lucas dos Santos, 11 ans, n'était pas inscrit à l'Académie Sainte-Félicité. Il y faisait le ménage. Tandis que les enfants de l'élite sortaient de voitures noires élégantes, sac à dos de créateur à la main, Lucas entrait par l'arrière, traînant un seau et un balai. Il empruntait le même chemin que son père, Francisco, le concierge de l'école. Personne ne remarquait ce garçon discret au regard perçant, toujours à s'attarder dans les recoins des couloirs de marbre. Mais par un lundi matin humide, quelque chose bouleversa la routine. Une faible odeur de fumée commença à s'infiltrer par les bouches d'aération. Une alarme retentit, semant la panique dans le bâtiment. Les étudiants se dispersèrent. Mais pas Lucas. Au fond d'une aile où peu de gens s'aventuraient, il entendit un cri, la voix d'une fille appelant à l'aide. C'était Clara, la fille d'un puissant milliardaire. Elle était piégée, les flammes se rapprochant à grands pas. Lucas s'enfuit. Non pas parce qu'on le lui avait ordonné, mais parce que quelque chose en lui refusait de rester immobile. Cette décision instinctive, pure et altruiste, allait non seulement sauver la vie de Clara, mais aussi changer le destin d'une famille qui, jusqu'alors, ignorait même son nom. Chaque matin, les couloirs rutilants de Sainte-Félicité semblaient intacts, immaculés. Mais ils ne brillaient pas comme par magie. Lucas connaissait ces sols comme sa poche. Il les avait frottés jusqu'au dernier centimètre. Sa petite silhouette se courbait sous un manche de serpillière presque aussi haut que lui. Les néons de l'école bourdonnaient doucement, tandis que l'écho des rires et des claquements de talons parcourait le couloir. Les étudiants le dépassèrent sans un regard, des garçons aux cheveux gominés et aux basketteurs de prix, des filles aux ongles vernis et au téléphone plus cher que le loyer de Lucas. Ils sirotaient des cafés qu'ils étaient trop jeunes pour boire et se plaignaient du Wi-Fi. Aucun ne s'arrêta pour saluer le garçon accroupi à leurs pieds, nettoyant les traces de doigts qu'ils avaient laissées. Lucas avait appris à vivre en silence. Le silence, découvrait-il, le protégeait. Il savait disparaître, se fondre dans le décor comme la voiture du concierge ou la fontaine à eau. Son père lui avait dit un jour, « On n'a rien à faire ici, Lucas. » Pas par colère, juste par acceptation silencieuse. Mais Lucas n'avait pas fait la paix avec l'invisibilité. Pas complètement. Chaque fois qu'il nettoyait une vitre, il regardait à travers et se demandait, qu'est-ce que ça ferait d'être assis de l'autre côté de la vitre? Ses journées commençaient avant l'aube. Alors que la ville dormait encore et que la rosée s'accrochait aux poignées des portes du gymnase, la sonnerie stridente du réveil de son père résonnait comme une claque. Leur maison, un réduit aménagé au fond du gymnase, sentait vaguement l'eau de javel et les bananes plantain frites. Ce n'était pas grand-chose. Un lit superposé, un ventilateur rouillé et un mini-frigo ronronnant. Mais c'était à eux. Et dans une ville qui engloutissait souvent les pauvres, cela comptait. Ce matin-là, Lucas s'habilla en silence. La chemise était trop grande, les manches retroussées jusqu'au coude, mais son nom était brodé sur un petit patch, les Santos. Il aimait ça. La preuve de son existence. Tandis qu'il poussait le chariot de ménage dans les couloirs, Francisco posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Aujourd'hui, fais de ton mieux. Lucas hocha la tête. C'était tout ce qu'il faisait. Lorsque les étudiants franchirent le portail principal, Lucas avait déjà balayé 3 ailes et astiqué chaque poignée de porte du 3e étage. Ses mains lui faisaient mal, mais il ne se plaignait pas. Ce qui le rongeait, c'était la façon dont les regards glissaient sur lui, comme s'il n'était qu'un objet parmi d'autres dans le bâtiment. Il les étudiait, des garçons avec des montres qu'ils ne savaient pas lire, des filles qui riaient trop fort de choses qu'elles ne comprenaient pas. Il vivait dans l'aisance. Chaque problème qu'il rencontrait pouvait être résolu avec un tuteur, un chauffeur ou un coup de fil à un parent influent. Parfois, Lucas les imaginait comme des hologrammes impeccables, mais irréels. De temps en temps, quelqu'un passait à côté de lui en murmurant « Attention » ou « Tu es dans le chemin », mais la plupart du temps, le silence régnait. Même les professeurs ne lui prêtaient guère attention, si ce n'est un bref hochement de tête ou un ordre « Essuyez ça » ou « Il y a encore du vomi à la cafétéria ». Il était une ombre attachée à l'école, mais n'en faisait jamais partie. Lucas passait souvent ses pauses déjeuner dans le local de maintenance, près de la chaudière. C'était le seul endroit où il n'avait pas l'impression d'être observé. Il s'asseyait sur un vieux pot de peinture, déballait le sandwich que son père avait préparé et écoutait l'écho lointain des conversations des étudiants à la cafétéria. Il imaginait leurs conversations. Clara riant de blagues privées. James se vantant de son voyage à Monaco. Ava exhibant un bracelet de Paris. Lucas n'enviait pas leur argent. Il enviait leur aisance à s'intégrer, la façon dont l'école s'adaptait à eux.
Un jour, alors qu'il déballait son déjeuner, il aperçut quelque chose sous l'établi. Un carnet délavé avec Clara R. des gribouillis était griffonné sur la couverture. Curieux, il le feuilleta, s'attendant à des équations mathématiques. Au lieu de cela, il découvrit des dessins bruts, émouvants, solitaires. Une fille sur une balançoire, un oiseau en cage, un garçon debout dans l'ombre. Il cligna des yeux, referma doucement le carnet et le remit exactement là où il l'avait trouvé. Il n'en parla jamais. Mais il n'oublia jamais. Après les cours, lorsque le monde élégant des étudiants s'estompa au profit des chauffeurs et des limousines, le véritable changement de Lucas commença. Lui et Francisco se déplaçaient dans chaque classe comme une danse maîtrisée, essuyant les tableaux, empilant les chaises, lavant les sols. Francisco fredonnait en travaillant, ne s'arrêtant que pour adresser à Lucas un petit rire ou une instruction discrète. Dans la salle des professeurs, Lucas a entendu un jour 2 membres du personnel chuchoter. Le fils du concierge est toujours là. C'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? L'autre haussa les épaules. Sans doute inoffensif. Mais bon, il n'a rien à faire ici. Lucas ne broncha pas. Il ne scia pas. Il frotta simplement plus fort. Mais quelque chose se tordit en lui. Il ne voulait pas leur appartenir. Il voulait être indéniable. Un soir, alors qu'il finissait de nettoyer le gymnase, il aperçut Clara debout près des gradins. Elle portait un jean et un sweat à capuche, les cheveux en chignon décoiffés au pas d'uniforme, pas de projecteur. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Lucas détourna le regard. Mais elle, non. Elle l'observa, curieuse, comme si elle cherchait à se souvenir où elle l'avait déjà vu. Il n'arrêtait pas d'empiler les chaises. Elle partit sans un mot. Pourtant, ce bref instant réveilla quelque chose en lui. Une lueur d'espoir. Peut-être n'était-elle pas inaccessible. Mais il n'osait pas y croire. Il savait que les gens comme elle regardaient quand c'était opportun et oubliaient tout aussi vite. Cette nuit-là, Lucas a demandé à son père, « Penses-tu que les gens peuvent changer d'avis sur quelqu'un une fois qu'ils ont déjà décidé qui tu es ?» Francisco marqua une pause, clé en main. Peut-être. Mais ce n'est pas à toi de les faire changer d'avis. C'est à toi de savoir qui tu es, même s'ils ne te le demandent jamais. Lucas hocha la tête. Mais la question persistait. Dans un monde qu'il avait étiqueté, il ne voulait pas être accepté. Il voulait être vu. Il voulait être connu. Dans les jours qui suivirent, il commença à observer de plus près. Il vit comment les enseignants souriaient davantage aux parents riches. Comment les élèves se moquaient des autres quand personne ne les regardait. Comment chaque règle et chaque routine semblaient conçues pour protéger les puissants. Et pourtant, personne ne l'a vu. Mais Lucas a vu tout. Il vit les étincelles danser près d'un fil électrique effiloché dans la réserve. Il vit la prise surchargée près du projecteur dans l'auditorium. Il observa le scintillement des lumières défectueuses lorsque trop d'appareils étaient branchés. Il n'a prévenu personne. Parce que personne ne l'a écouté. Au lieu de cela, il prenait des notes, non par dépit, mais par instinct. Quelque chose lui disait que l'invisibilité était une sorte de pouvoir. Qu'être ignoré pourrait un jour être la seule chose qui maintiendrait quelqu'un d'autre en vie. Et ce jour arrivait. École. Piano. Escrime. Gala de charité. À chaque événement, Clara souriait au bon moment et restait immobile comme une poupée de porcelaine. Sa mère était souvent absente, son père toujours trop occupé. Nounou et tuteur comblaient le silence, prodiguant des compliments répétés et imposant des emplois du temps structurés. Il n'y avait aucune douceur dans son monde, seulement des accomplissements, des performances et des attentes inébranlables. Bien qu'admirée de tous, Clara n'était véritablement touchée par personne. Elle n'était pas froide de nature, elle était simplement insensible. Élevée pour être admirée, non embrassée, son existence était plus ostentatoire que vivante. Lucas remarquait Clara comme on remarque une étoile lointaine, belle, intouchable et à l'abri de tout ce qui est à sa portée. Il l'avait vue maintes fois riant avec des amis, se glissant à l'arrière de voitures noires élégantes, tendant ses livres à des assistants silencieux. Pourtant, malgré la perfection qui encadrait sa vie, Lucas sentait quelque chose de creux. Son rire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Son sourire semblait toujours mis en scène, comme si elle était constamment consciente d'être observée. Un matin, alors qu'il nettoyait les vitres de l'auditorium, Lucas l'aperçut assise seule sur scène.
Les autres filles se tenaient en petits groupes, discutant et répétant pour un spectacle, mais Clara, assise en tailleur, la tête baissée, traçait silencieusement des lignes invisibles sur le parquet. Lucas se figea en plein essuyage, un chiffon à la main, le cœur battant la chamade non pas d'engouement, mais de reconnaissance. Cette solitude masquée, il la connaissait bien. Puis quelqu'un l'appela, et comme un interrupteur, elle se leva et revint sous les projecteurs. Lucas détourna le regard, baissa la tête et murmura, elle vit dans l'air. Tu vis dans la poussière. La répétition avait pour but la présentation annuelle de la journée des fondateurs de l'école, un événement grandiose auquel participaient les membres du conseil d'administration, les donateurs et les médias. Clara, bien sûr, tenait le rôle principal. Elle devait prononcer un monologue louant la tradition et l'excellence, écrit par l'un des administrateurs. Les répétitions étaient épuisantes et s'éternisaient jusqu'à la fin de l'après-midi. Bien que toujours calme, Clara avait commencé à sauter des repas. Son assistante personnelle attribuait cela au stress. Lucas entendit des murmures parmi les professeurs, elle est sous pression. Elle doit être parfaite. Son père la regardera. Le jour de la dernière répétition, Lucas passait la serpillière devant l'auditorium. La voix de Clara résonnait dans le couloir, claire, précise, une interprétation parfaite. Mais quelque chose clochait. Sous le vernis, il y avait un tremblement, une tension qu'elle ne parvenait pas à réprimer. Pris d'inquiétude, Lucas s'approcha de la porte en prenant soin de rester hors de vue. À travers l'étroite vitre, il la vit debout au centre de la scène, pâle, chancelante. Au milieu d'une phrase, elle tendit une main comme pour se stabiliser. Personne ne la remarqua. Ni son metteur en scène. Ni ses camarades. Pas même l'assistante qui se tenait juste en coulisses. Mais Lucas vit tout. Et puis c'est arrivé. Soudain, la voix de Clara se brisa. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sans un bruit, son corps heurtant le sol poli de la scène comme une marionnette tombée. Pendant un instant, il n'y eut qu'un silence stupéfait. Puis vinrent les cris, la bousculade. Les gens accoururent vers elle, mais pas assez vite. Lucas laissa tomber sa serpillière et courut. Il ne réfléchit pas, il bougea simplement. Ses chaussures grincèrent sur le linoléum lorsqu'il franchit la porte latérale et courut sur scène. S'agenouillant à côté d'elle, il la retourna délicatement. Son visage était pâle comme un spectre. Ses yeux papillonnèrent. Tu m'entends ? Sa voix était basse, pressante. Elle gémit faiblement, le regard perdu dans le vague. Lucas écarta les cheveux de son visage, essayant de lui relever légèrement la tête, lorsqu'une main le tira violemment en arrière. « Éloigne-toi d'elle » hurla un homme en costume bleu marine à un agent de sécurité. Il poussa Lucas si fort qu'il faillit tomber de scène. « Qu'est-ce que tu crois faire en la touchant ?» D'autres personnes se précipitèrent, professeurs, assistants, gardiens. L'assistant de Clara s'agenouilla près d'elle, lui prenant le pouls. Personne ne regarda Lucas, sauf le gardien, dont les yeux brûlaient de dégoût. Lucas resta figé. Son cœur battait la chamade. Je l'ai vu tomber. Personne d'autre n'était. Tu ne devrais même pas être là, aboya le garde. Va nettoyer quelque chose. Reste hors de vue. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étranglés par un mélange de honte et de fureur. Clara, à moitié inconsciente, ouvrit brièvement les yeux. Leurs regards se croisèrent, confusion, reconnaissance. Puis elle s'évanouit à nouveau. Lucas s'éloigna en titubant, quitta la scène et franchit la porte latérale. Dehors, la lumière était trop forte. Il pouvait à peine respirer. L'humiliation lui brûlait la poitrine plus douloureusement que la poussée du garde. Il avait bien fait. Il l'avait aidé. Mais dans leur monde, faire le bien n'avait pas d'importance. Seul rester à sa place comptait. Et sa place, c'était la piste de danse. Pas la scène. Plus tard, dans le placard à balai, Lucas était assis dans le noir, serrant si fort le manche de la serpillière que ses jointures en devinrent blanches. Son père le retrouva là quelques heures plus tard. « Que s'est-il passé » demanda Francisco. Lucas ne répondit pas. Il secoua simplement la tête. Comment pouvait-il expliquer qu'en une minute, il avait franchi une ligne qu'il n'était pas censé approcher et pour cela, avait été traité comme un moins que rien. Cette nuit-là, Lucas resta éveillé, revoyant tout, sa chute, son sprint, la poussée du garde, son regard. Il n'avait jamais été aussi près d'elle.
Assez près pour distinguer les légères taches de rousseur sous ses fesses, la fine cicatrice sur sa mâchoire, la façon dont ses doigts se recroquevillaient quand elle avait peur. Ce n'était pas une poupée. Elle était réelle. Fragile, comme tout le monde. Cette pensée le rongeait. Il n'arrivait pas à dormir. Le bourdonnement du mini-frigo emplissait le silence. Il se demandait, se souvenait-elle de lui? Dirait-elle quelque chose? Quelqu'un dirait-il quelque chose? Le lendemain, l'école reprit. Les couloirs bourdonnaient d'activité. Lucas redevint invisible. Personne ne mentionna l'évanouissement de Clara. Personne ne le remercia. Personne ne le regarda. Sauf une fois, au déjeuner, à travers la vitre de la porte de l'auditorium, il la vit assise seule, ses doigts caressant discrètement le bord de la table. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Aucun hochement de tête. Aucun sourire. Juste un instant, immobile et silencieux. Puis elle se détourna. La première fois que Lucas l'entendit, il crut que c'était dans sa tête un léger claquement rythmique, comme des ongles frappant du métal. Cela provenait du couloir du 2e étage, près de la fontaine, juste sous les portraits encadrés des fondateurs de l'école et des donateurs en or. Au début, il l'ignora. Les écoles faisaient du bruit. Les tuyaux grinçaient. Les murs bougeaient. Mais le lendemain, le bruit revint, plus fort. Un claquement aigu et strident, suivi d'un crépitement comme un éclair enfoui derrière une cloison sèche. Lucas se figea en plein lavage, les yeux fixés sur la fontaine. Le bec chromé était chaud au trop chaud. Il se pencha et colla son oreille contre le mur. Le bruit revint. Clic et clic. Pop. Puis, une lueur orange vacilla brièvement à l'intérieur du mur près de la plainte. Disparut en un instant. Son souffle s'arrêta. Il connaissait ce bruit. Il avait déjà vu son père le gérer. Électrique. Dangereux. Il recula, le couloir résonnant de rires et de pas. Personne d'autre ne le remarqua. Personne ne l'avait jamais remarqué. Lucas savait ce qu'il avait à faire. Après la sonnerie finale, il attendit que la plupart des étudiants soient partis. Puis il se dirigea vers le bureau administratif, les paumes moites de sueur. L'air était vif, artificiellement parfumé, trop calme. Mademoiselle Tranton, la coordinatrice pédagogique, tapait à son bureau. La cinquantaine avançait. Cheveux bouclés. Lunettes aussi tranchantes que son ton. Lucas s'éclaircit la gorge. Elle ne leva pas les yeux. Oui. Il hésita. Excusez-moi, madame. Je crois qu'il y a un problème avec le câblage près de la fontaine du 2e étage. J'ai entendu des crépitements, senti de la chaleur, et il y a eu un éclair. Elle leva enfin les yeux. De la lumière, répéta-t-elle. Oui, madame. Comme un éclair. Derrière le mur. Elle le fixait, les bras croisés. Lucas, c'est ça? Il hocha la tête. Écoutez, dit-elle froidement. Vous êtes là pour nettoyer. C'est pour ça que vous êtes payé. Laissez l'entretien s'occuper du reste. Mais je pense. Ce n'est pas ton boulot, rétorqua-t-elle. On n'a pas besoin de spéculation sur le nettoyage. Fais ce que tu es censé faire. Ses yeux se posèrent à nouveau sur l'écran. La conversation était terminée. Lucas resta figé, les poings serrés, le cœur battant. Puis il se retourna et partit, les épaules raidies par la frustration. Cette nuit-là, alors qu'il nettoyait la salle de sport avec son père, Lucas était inhabituellement silencieux. Longue journée, demanda Francisco en passant le balai sous les gradins. Lucas hocha la tête, puis marqua une pause. Papa, qu'est-ce que ça veut dire si un mur chauffe près d'une fontaine et fait des bruits secs? Francisco s'arrêta. On dirait un court-circuit. Pourquoi? Lucas a tout expliqué, la chaleur, la lumière, l'avertissement et la réaction de Miss Tranton. Francisco soupira et posa le balai. On n'écoute pas les garçons comme toi, mon pote, même quand on a raison. La voix de Lucas se serra. Alors, que faire? Attendre que quelque chose brûle. Francisco lui lança un long regard silencieux. Puis, posant une main ferme sur l'épaule de Lucas, il dit, reste vigilant. Continue à surveiller. Et si ça empire, viens me voir en premier. Lucas hocha la tête, mais au fond de lui,
quelque chose s'agita et brûla. Il ne s'agissait plus seulement du danger. Il s'agissait d'être rejeté. D'être traité comme si sa voix n'avait aucune importance. Et ce n'était pas la première fois. Mais cette fois, le feu ne semblait pas provenir du câblage défectueux, mais de l'intérieur de sa poitrine. Les jours suivants, les bruits s'intensifièrent. Lucas commença à redouter ce passage dans le couloir. Chaque fois qu'il le croisait, l'air tremblait légèrement et une vibration que personne d'autre ne semblait remarquer. Les élèves s'adossaient au mur, riant, tapotant sur leur téléphone, inconscients des signes subtils. Il aperçut un jour un mince filet de fumée s'échapper du mur avant de disparaître. La fontaine à eau en métal restait chaude, parfois si brûlante qu'elle embuait l'air environnant. Jeudi, une fille a crié après avoir touché le bec. Elle a ri, attribuant cela à de l'électricité statique. Mais Lucas savait qu'il n'y avait rien de tel. Il observait de loin, la mâchoire serrée, les doigts serrés sur le manche de la serpillière. Il avait envie de crier, de déclencher l'alarme incendie, mais les mots de Francisco résonnaient à ses oreilles, on ne croyait pas les gens comme eux, on les blâmait. Alors il observait. Il notait les heures. Il dessinait des schémas dans son carnet, l'emplacement des prises, les circuits d'air, le tableau électrique. Il n'avait que 11 ans, mais son esprit était vif. Là où sa voix s'éteignait, ses yeux voyaient tout. Il ne lâcherait rien. Pas en silence. Pas si quelqu'un risquait d'être blessé. Vendredi après-midi, juste avant la fin des cours, Lucas passa devant le placard du concierge du rez-de-chaussée. Une odeur le frappa, âcre, faible, mais reconnaissable entre mille. Brûlante. Il se figea. Le couloir semblait vide. Il ouvrit la porte du placard. Rien. Mais lorsqu'il se tourna vers la cage d'escalier du 2e étage, l'odeur se fit plus forte. Le cœur battant, il monta les marches 2 par 2. Au sommet, près de la fontaine, l'air scintillait, comme une chaleur s'élevant du trottoir par une journée d'été. Ses yeux s'écarquillèrent. Des volutes de fumée s'échappaient de la sortie sous la fontaine. Cette fois, ce n'était pas une lueur. C'était réel. Lucas laissa tomber sa serpillière et toucha le mur, chaud. Pas tiède. Chaud. Il ne courut pas à Trenton. Ni à la sécurité. Il courut dans le couloir, au bureau d'entretien où son père rangeait ses outils. Francisco passait la serpillière près de la cafétéria quand Lucas fit irruption. De la fumée, halta Lucas. 2e étage. C'est réel, cette fois. Francisco laissa tomber sa serpillière aussitôt et le suivit sans un mot. Ensemble, ils ouvrirent le disjoncteur, remontèrent les circuits, et Francisco coupa le courant de cette aile. Les lumières s'éteignirent. Les élèves murmurèrent. Mais lorsque l'équipe de maintenance arriva 15 minutes plus tard, la fumée s'était dissipée, le mur paraissait normal et l'air sentait à nouveau bon. Un technicien ricana. Réaction excessive. Rien de brûlé. Trenton a fait irruption. Qui a autorisé cette fermeture? Francisco s'avança, calme et résolu. Je l'ai fait. Elle fronça les sourcils. La prochaine fois, suivez le protocole. N'effrayez pas les gens pour rien. Lucas l'observait. Elle ne regardait même pas le mur. Elle n'écoutait pas. Pas vraiment. Il aurait voulu crier, exiger qu'elle voie ce qu'il voyait. Mais il ne le fit pas. Il savait déjà que sa voix ne porterait pas loin ici. Au lieu de cela, il prit une décision, il continuerait à observer. Et quand le moment viendrait, car il le savait, il serait prêt. Cette nuit-là, seul dans le petit débarras qu'il considérait comme son foyer, Lucas fixait le plafond. Le ventilateur ronronnait au-dessus. Le sommeil ne venait pas. Ses pensées s'agitaient comme des fils électriques au bord de la surcharge. L'école avait peut-être l'air soignée et contrôlée, mais il en avait vu les failles ou les défauts que personne ne voulait admettre. Et cette vérité pesait sur ses côtes comme un poids. Quelqu'un devait la réparer. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Les systèmes se protègent eux-mêmes. Et il n'était pas du leur. En dessous de lui, Francisco ronflait doucement. La pièce sentait légèrement la sueur et le produit d'entretien. Lucas se retourna et fixa la lueur rouge de la vieille horloge numérique. Il ne savait pas quand l'incendie se déclarerait. Mais il savait qu'il se déclarerait. Et quelqu'un d'innocent pourrait être piégé. À moins qu'il ait fait quelque chose. Le lendemain matin, le jour des fondateurs s'annonçait chaud et humide.
L'air était lourd, comme annonciateur du poids à venir. Lucas s'était levé tôt, nettoyant le sol de l'auditorium et alignant des rangées de chaises cirées pour les parents, les membres du conseil d'administration et les donateurs en costumes impeccables. Les climatiseurs gémissaient sous la pression. Francisco l'avait prévenu, les vieux fils et les charges lourdes par une telle chaleur étaient dangereux. Lucas ne dit rien. Mais ses muscles se tendirent dès son entrée. Il remarqua tout, la lumière vacillante dans le couloir ouest, un léger bourdonnement près du mur du fond de l'auditorium. Personne d'autre ne le remarqua ni ne s'en soucia. Les professeurs aboyaient leurs ordres. Les élèves répétaient. Clara, posée et parfaite, révisait son texte dans un coin, son assistante à proximité. En apparence, tout semblait aller pour le mieux. Mais Lucas sentait la pression monter dans les silences entre les pas, entre les ordres. Il bougeait comme d'habitude, mais son regard ne cessait de scruter. Un murmure intérieur lui disait, c'est aujourd'hui le grand jour. À 10 heures précises, les invités commencèrent à arriver. Le sol en marbre résonnait du bruit des chaussures de créateurs. Des banderoles célébraient la tradition et l'excellence. Les flûtes de champagne tintaient. L'auditorium bourdonnait de conversations polies et d'une animation mise en scène. Clara, radieuse dans sa robe ivoire brodée d'or, monta sur scène. Lucas l'observait de côté, serpillière à la main, faisant semblant de nettoyer. Elle paraissait calme, trop calme. Sa voix résonnait, lisant les mots écrits par quelqu'un d'autre. Puis, au milieu d'une phrase, « Notre avenir est aussi solide que nos fondations », les lumières ont clignoté. Un bourdonnement aigu a fendu l'air. Puis, un pop. Puis, explosion. Des étincelles jaillirent du mur du fond, près du système d'éclairage. Des cris éclatèrent. Une boule de feu déchira le rideau de velours. Les flammes montèrent vers le plafond. Clara halta et tituba. Lucas laissa tomber sa serpillière. La fumée s'est engouffrée comme une créature déchaînée. Les élèves ont crié. Les professeurs ont hurlé. La foule s'est déchaînée. Lucas a percé le chaos. Le feu se propageait vite. Trop vite. Des années de vieux bois, de peinture et de fils électriques qu'alimentaient les flammes. Il se faufila entre les corps, toussant, les yeux lui piquant. Il devait retrouver Clara. Il se souvenait que son assistante l'avait tiré dans les coulisses, vers les loges. Ce côté-là avait moins de sorties. Si les portes se bloquaient, il serait coincé. Lucas courut vers le feu. Sans s'en éloigner. Jamais. Le couloir menant au vestiaire était un tunnel de fumée. Les murs irradiaient de chaleur. Lucas arracha sa surchemise, la noua sur son nez et s'accroupit. Sa peau était trempée de sueur. La cendre recouvrait tout. Les flammes dansaient le long des casiers, dévorant accessoires et costumes. Il s'aperçut dans un miroir fissuré, à peine reconnaissable. Un enfant de feu, les yeux écarquillés et déterminés. Puis, il l'entendit. Coups étouffés. Un cri. Derrière la dernière porte. Il courut. Il frappa la porte. Clara, cria-t-il. Pas de réponse. La poignée était rougeoyante. Il recula. Donnait un coup de pied. 2. La troisième fois, crac. À l'intérieur, la fumée tourbillonnait. Clara gisait effondrée près de la coiffeuse. Sa robe était maculée de suie. Aucun signe de son assistante. Lucas s'agenouilla près d'elle. « Réveille-toi » murmura-t-il en la secouant. Elle bougea à peine. Il la prit dans ses bras. Elle n'était pas lourde, mais la chaleur la pesait comme un poids. Le plafond gémissait au-dessus d'eux. Il n'attendit pas. Il accourut. À travers la fumée et les étincelles, il s'avança. La tête de Clara retomba contre sa poitrine. Il lui murmura, « Reste avec moi ». La porte d'un casier s'ouvrit brusquement sous la chaleur, lui claquant l'épaule. Il trébucha, mais continua son chemin. De la lumière. Il la vit dans la cage d'escalier. Calée, elle était ouverte. Un professeur se tenait là, hurlant. Lucas jaillit à travers la fumée, Clara dans ses bras, une silhouette de cendre et de feu. « J'ai besoin d'aide » s'étrangla-t-il. Le professeur se retourna. D'autres coururent vers lui. Clara lui fut arrachée des bras. Lucas s'effondra. Il garda les yeux sur elle. Juste au cas où.
Le reste continue de la même manière détaillée et restructurée. Il cligna des yeux vers le plafond, hébété, avant de tourner la tête. Francisco était affalé sur une chaise à côté de lui, endormi, le front appuyé sur un avant-bras fatigué. La vue de son père, las et présent, fit craquer quelque chose dans la poitrine de Lucas. Avec le peu de force qu'il lui restait, il tendit la main et toucha la manche du manteau de son père. Francisco remua, releva la tête et lorsque leurs regards se croisèrent, il n'eut plus besoin de parler. Francisco se pencha et serra doucement son fils dans ses bras, conscient de ses blessures. « J'ai cru t'avoir perdu, murmura-t-il. Lucas ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux et laissa la chaleur des bras de son père l'envelopper comme une couverture. Il était en sécurité maintenant. Mais il n'était plus le même garçon qui était entré dans cette école la veille. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'essentiel s'était consumé en lui. Il avait traversé le feu, non pas pour sa propre survie, mais pour celle d'un autre. Et lorsqu'il en était ressorti, les couches invisibles avaient fondu. Que le monde le veuille ou non, il le verrait désormais. Lucas reprit lentement conscience, comme s'il émergeait du fond d'une mer sombre. La pièce était lumineuse, trop lumineuse, baignée d'un blanc stérile. Tout autour de lui semblait irréel. Son corps souffrait à des endroits qu'il ignorait. Sa gorge était irritée, ses bras lourds, ses jambes enveloppées de gaz sous des draps d'hôpital rigides. À côté de lui, le bip régulier d'un moniteur cardiaque pulsait comme un compte à rebours, chaque battement était un murmure qu'il était encore en vie. Mais c'est le silence qui le frappa le plus. Il était absolu, troublant. On n'entendait pas le bruit des sauts de serpillière au loin, pas l'écho des cloches de l'école, pas de pas sur le carrelage poli. Juste le léger bourdonnement d'une perfusion et le souffle léger de l'homme à ses côtés. Au Francisco, son père assis, un gobelet de café intact serré entre ses mains fatiguées. Lucas voyait la tension dans la posture de son père. Il lisait l'épuisement inscrit dans chaque ride de son visage. Il voulait dire quelque chose, apaiser son inquiétude, lui dire « je vais bien ». Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge comme des cendres. Il essaya de nouveau. « Papa ». Le mot sortit d'une voix rauque, brisée, mais il était réel. Les yeux de Francisco s'ouvrirent brusquement. Il laissa tomber sa tasse et se précipita vers le lit. « Mio » murmura-t-il. « Oh, merci mon Dieu ». Leur étreinte était prudente, fragile, mais elle débordait de soulagement. Francisco se pencha, le front appuyé contre celui de son fils, murmurant des prières en portugais, des mots de gratitude et d'amour. Lucas ne pouvait pas parler beaucoup, mais à cet instant, il n'en avait pas besoin. Leur connexion était plus forte que tout. Puis, un coup sec frappa violemment. Une femme en blazer rigide entra, presse-papier à la main, flanquée d'un homme en cravate. Sa voix était froide et professionnelle. « Monsieur Santos ?» Francisco se redressa. « Oui. »« Nous sommes du conseil scolaire, » dit-elle vivement. « Nous aimerions vous parler, à vous et à votre fils. » Son ton n'était ni inquiet ni reconnaissant, mais formel. Un simple regard suffit à Lucas pour comprendre, elle ignorait qui il était. « Nous faisons le point sur l'incident d'hier. Compte tenu de l'intérêt des médias, nous devons nous assurer que toutes les déclarations sont cohérentes avec le communiqué de presse. » Francisco fronça les sourcils. « Des déclarations ?» L'homme à côté d'elle s'avança. « On raconte qu'un membre du personnel de l'école a héroïquement sauvé l'un de nos élèves. La presse demande son nom. Nous n'avons pas encore de confirmation. » Lucas sentit les mots le frapper comme une claque. Un membre du personnel. Pas un nom. Pas un garçon. Juste une fonction. Invisible à nouveau. Les heures passèrent. Les infirmières allaient et venaient. Les journalistes se pressaient dans le hall. Mais le nom de Lucas n'apparut jamais aux informations. La télévision de l'hôpital diffusait en boucle des messages avec des légendes comme « Un concierge anonyme sauve la fille d'un milliardaire. Un membre du personnel scolaire agit héroïquement au milieu du chaos. » Francisco l'a finalement éteint. « Tu l'as porté dehors, dit-il doucement. Et on parle de toi comme d'une ombre. » Lucas ne répondit pas. Il fixa simplement le plafond. Engourdi. Une partie de lui s'y attendait. Il n'était pas censé exister dans leur monde. Il était un élément de maintenance. Un arrière-plan. Remplaçable. Pourtant, quelque chose le languissait en lui, non pas de gloire, mais de reconnaissance. Juste un nom. Son nom.
Puis, un autre coup est venu. Cette fois, c'était différent. Une infirmière, essoufflée, presque tremblante. Elle est réveillée, dit-elle. Clara Belmont vient de se réveiller, et elle réclame le garçon qui l'a sauvée. La pièce tomba dans un silence électrique. Le regard de Lucas croisa celui de son père. Pour la première fois depuis l'incendie, une étincelle jaillit derrière eux. Peut-être que ce n'était pas fini. Ne me ralentis pas, murmura Julien dans sa barbe. Au déjeuner, Lucas s'assit seul. Non par choix, mais par un consensus tacite. Clara s'approcha, plateau à la main, et s'installa à côté de lui. « Qu'il regarde, dit-elle nonchalamment en croquant dans une pomme. Ils m'ont scruté toute ma vie, pour d'autres raisons. Lucas lui jeta un coup d'œil. Et ça s'arrête un jour? Elle sourit, d'un air crispé, presque amer. Non. Mais tu n'y prêtes plus attention. Lucas n'était pas encore sûr d'en être capable, mais au fond de lui, il le voulait. Dès la deuxième semaine, les murmures se sont intensifiés. Les mots ont remplacé le silence. Les courriels ont commencé à affluer vers l'administration de l'école. Certains étaient formulés de manière subtile, masquant leur malaise par des expressions comme « inquiétude concernant la sécurité » ou « intégrité des admissions ». D'autres étaient directs. Un parent a écrit « Nous faisons des dons pour que cette école reste exclusive, et non pour l'ouvrir à des cas caritatifs ». Lucas ne lisait jamais ces courriels, mais il les ressentait. Dans la façon dont les professeurs hésitaient avant de l'appeler. Dans la façon dont les invitations aux événements scolaires semblaient toujours manquer sa boîte de réception. Lors d'un débat houleux en cours d'histoire sur la mobilité sociale, Lucas a contesté l'opinion d'un camarade. Un garçon a ri, assez fort pour que tout le monde l'entende. Bien sûr que tu dirais ça. Tu penses probablement que les concierges devraient diriger le pays. La classe a ri. Lucas, non. Il se redressa, fixa le garçon du regard et répondit calmement, « Je pense que les gens qui construisent des choses de leurs mains comprennent mieux que les gens qui héritent de choses qu'ils n'ont jamais gagnées. » Le professeur a rapidement changé de sujet de discussion, faisant semblant de ne pas voir les joues du garçon devenir rouges. Mais Clara l'a vu. D'autres aussi. Cette nuit-là, Lucas raconta à son père ce qui s'était passé. Francisco ne lui donna aucun conseil. Il regarda simplement son fils avec une fierté discrète. « Ils te voient maintenant, dit-il. Ils ne sont simplement pas prêts à l'admettre. » En cours de littérature, Lucas a enfin trouvé une faille dans le mur de l'exclusion. Le professeur lui a donné une dissertation réflexive, « Qui veux-tu être ?» La plupart des étudiants ont remis des dissertations remplies de clichés, avocat, entrepreneur, homme politique. Mais quand ce fut le tour de Lucas de lire le sien à haute voix, la pièce se tut. Il se tenait debout, les mains tremblant légèrement. « Je veux être ce qu'on dit que je ne serai jamais », commença-t-il. Sa voix, d'abord basse, gagnait en force à chaque mot. « Je veux entrer dans des pièces où l'on ne m'attend pas. Je veux m'asseoir à des tables où ils pensent que je suis trop pauvre pour comprendre. Je veux parler avec une telle clarté qu'ils n'auront d'autre choix que d'écouter. Je ne veux pas être accepté, je veux être indéniable. » Le silence emplit la pièce. Le professeur cligna rapidement des yeux et hocha la tête. « Merci, Lucas. » Pas d'applaudissements. Pas de sourire. Mais aussi, plus de rire. Cette nuit-là, Clara lui envoya un message, c'était du feu. Lucas répondit simplement, « Merci. » Il n'a pas simplement sauvegardé son essai sur son cloud. Il l'a sauvegardé dans ses os. En dehors de la classe, le fossé social s'est creusé. Certains élèves ont commencé à s'éloigner de Clara, gênés par la façon dont elle défendait Lucas. D'autres l'ont directement affronté. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» lui a demandé une fille à la cafétéria. « Parce qu'il m'a sorti d'un immeuble en feu », répondit Clara. Et pas seulement avec ses bras, mais avec son humanité. La fille leva les yeux au ciel. « Ça ne veut pas dire qu'il a sa place ici. » L'expression de Clara devint dure. « Il a plus de valeur que quiconque. » Lucas était assis à quelques tables de là, faisant semblant de lire, mais il entendait chaque mot. Cet après-midi-là, Clara l'accompagna en classe. « Je ne vous défends pas parce que vous en avez besoin, » a-t-elle dit. « Je le fais parce qu'ils ont besoin de l'entendre. » Lucas hocha la tête. Il comprenait. Sa défense n'était pas de la charité. C'était de la rébellion.
Et cela lui donnait le droit de se battre, lui aussi. Finalement, un professeur le prit à part. Monsieur Albire, plus âgé, sérieux, connu pour son impartialité. « Tu fais des vagues, dit-il. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. » Lucas attendit, ne sachant pas comment réagir. Monsieur Albire se pencha plus près. « Continue. » Puis il s'en alla. C'était la première fois qu'un professeur lui donnait plus que des règles. Cela ressemblait à une permission. Cela ressemblait à de la confiance. Lucas apportait cela avec lui toute la semaine. Quand les étudiants se moquaient de ses chaussures, il marchait plus droit. Quand quelqu'un écrivait « Reste à ta place » sur son casier, il l'effaça en silence au marqueur indélébile. Ces mots ne le blessèrent pas, ils le stimulèrent. Ils avaient tracé une ligne. Il allait la franchir. Lors d'une assemblée générale un jeudi pluvieux, des élèves sélectionnés ont été invités à parler de leadership. Le nom de Lucas n'était pas sur la liste. Celui de Clara y était. Mais juste avant son tour, elle a murmuré quelque chose au modérateur. Quelques instants plus tard, le micro est passé à Lucas. Halètement. Marmonnement. Puis silence. Il s'avança. Les lumières de la scène battaient comme la chaleur du couloir qui faillit le tuer. Le leadership ne se résume pas à celui qui parle le plus fort ou à celui qui possède la plus grande maison, a-t-il déclaré. Il s'agit de savoir se montrer présent dans les moments les plus difficiles et persévérer dans la solitude. Il n'y eut aucun applaudissement. Jusqu'à ce que Clara se lève. Puis deux autres. Puis un léger frisson. Puis le silence revient. Lucas n'avait pas besoin d'applaudissements. Il avait déjà fait valoir son point de vue. Il s'est retiré, l'air calme. La victoire ne se faisait pas entendre. La victoire restait. Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui sous la pluie aux côtés de son père, Lucas lui demanda « Penses-tu qu'ils me verront un jour vraiment comme l'un d'eux » Francisco respira profondément, puis secoua la tête. « Non. Mais ce n'est pas le but, n'est-ce pas » Lucas leva les yeux. « Alors, qu'est-ce que c'est » Francisco sourit doucement. Être si fidèle à soi-même qu'il cesse de se demander qui on est et commence à se demander qui on est. Lucas hocha la tête, regardant la pluie couler sur le trottoir. Il était entré à Sainte-Félicité par le feu. Et maintenant, il traversait la tempête. Mais aucun des deux ne l'avait mis hors de combat. Il brûlait toujours.